Live. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va François, tu vas bien? Tu passes une bonne soirée, une bonne journée? Ça va super et toi? Putain, ça fait plaisir de pas travailler quand même. Oui. Tu penses que le gouvernement il sait que c'est férié? Je sais pas mec. Putain, j'espère pas. Bonjour, bienvenue. On espère que vous avez passé une bonne journée. J'ai le plaisir d'accueillir François, avec qui on a discuté à quelques reprises pour des relectures d'articles, pour des petits projets à venir. Et on va vous parler aujourd'hui un petit peu de veille technologique et ensuite on va poker RTX. Et on devait initialement poker. C'était quoi? À chaque fois je dis Hyperlex, c'est Hyperland. Ouais, Hyperland. Ça s'est passé comment? Franchement c'était compliqué hein. C'était pas mal, hein. Ouais, C'était très chouette. Je pense qu'on va tout de suite débunker le truc. On a voulu tester, il y a eu des soucis d'images corrompues, des soucis d'installation, des soucis de clés Arch, des soucis de machines virtuelles et d'accélération 3D, des soucis de GPU Nvidia qui a refusé de manger les packages. C'était pas très très agréable, mais on a tout donné. On a tout donné, ça viendra peut-être un jour, mais avec le matos actuel, plus le fait de pas vouloir tracher son OS, complicado. Ouais, c'est galère. Mais ouais, le cœur y est. Mais on fera un petit rétexte quand même sur la fin. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu avant qu'on commence? Ouais, bon, pour me présenter rapidement, ça fait 1 an à peu près que je suis, on va dire, pentester. J'ai fait une école d'ingé un peu basique en informatique, quoi, là, que j'ai fini l'année dernière. Et puis voilà, quoi, ça fait, on va dire, 1 an, ouais, 2 grosses années où vraiment je me suis mis à fond sur la cybersécurité, l'infosec et surtout la sécurité offensive. Et donc voilà, j'essaye de continuer à apprendre des choses et aussi à donner un peu de connaissances, à essayer de vulgariser quelques choses assez basiques en cyber, pour l'instant du web, mais par la suite peut-être d'autres choses que j'aurais plus maîtrisées parce que pour l'instant je vois pas faire genre du pawn, tu vois, je suis pas assez fort encore. Ouais, il y a un moment sujet. où tous les domaines se rejoignent un peu, mais j'avoue qu'au début, faut le voir venir, quoi. Yep. Alright. Et du coup, YouTube, principalement, et article incoming? Tout à fait, ouais. Exactement, bah t'as bien résumé. Ah, YouTube parce que bah j'en ai fait avant pas mal. Je faisais du gaming et tout, et puis je me suis dit pourquoi pas faire un peu de vulga sur YouTube parce qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, il y a quand même quelques chaînes de cyber, mais pourquoi pas faire un peu de vulga. Et j'avoue que, ouais, des blogs parce que ça peut. Bah, c'est toi qui m'as donné principalement l'idée de faire des blog posts, sinon j'en aurais pas fait, je pense. Et bah, ça fait plaisir. Écrire un script et pouvoir plus ou moins le copier-coller avec les trucs déjà que t'as animés, en vrai, c'est un blog post qui est free, quoi. Donc autant le faire. Il y a un peu de ça, et en vrai, le côté pouvoir récupérer ses notes, grep dedans, renvoyer des gens dessus, c'est quand même bien sympa. Yep. Alors, je nous remets les double scenes, et bienvenue à Anakin qui choke sur mes challenges, ça me fait plaisir. Et j'espère tu me diras des nouvelles de Choker. Alors, bien sûr, vous pouvez ignorer la petite barre en haut, c'est parce que maintenant j'essaie de faire la régisson sur un seul ordinateur et pas de récupérer des trucs partout. On enchaîne, on commence sur un premier article que j'ai trouvé très chouette. Donc bien sûr, comme d'habitude, tout ce qui est source, lien, nom d'outils, tout ça sera dans la description de la vidéo, donc vous prenez pas la tête à recopier les liens ou à faire des screenshots, ça ne sert à rien, tout est donné. Anyway, on commence par Astrechnika, ouais, Astrechnika. Attends, Ars, et non, Ars Technica, vachement mieux. Vachement mieux. Hacker can steal cryptographic keys by video recording power LED 60 feet away. Je trouve ça ultra cool parce que des side channels comme ça, il y en a déjà eu un paquet. L'idée, c'est que y a des gens qui achètent des antennes de fous malades, qui vont capter les perturbations électromagnétiques, qui vont capter le flickering de la lumière, des choses comme ça, et c'est chouette, ça fait qu'on a des side channels, on peut savoir la puissance utilisée, on peut savoir un peu les flux électromagnétiques qui sont émis et essayer de choper des secrets à distance. That's nice. Hello MDeus, incroyable de te voir par ici, ça fait très plaisir. Spoil, on parle un peu de Datadog vers la fin. Wink. Du coup, on va parler de ça, et là, ce qui est super cool sur cet article, c'est que ils ont trouvé des petits moyens de filouter pour pouvoir exploiter un side channel de puissance classique, admettons, mais avec du matériel que tout le monde a. Et ça, c'est trop cool. Parce que on passe de la maxi antenne qui coûte, je sais pas, 20-30K dollars à un petit appareil photo tel quelconque. Sauf que, enfin, en tout cas,
téléphone, on va dire, sauf que plutôt que de faire photo, on active un mode qui fait qu'il va écrire de la ligne en continu. Et ce sans du coup s'amuser à regarder à prendre une photo en entier avant de la save, vraiment juste dérouler et parcourir l'écran, le capteur et save. Ce qui fait que pour prendre une photo d'une LED, on va avoir notre inscription qui se fait comme ça. Le schéma au début, on se dit c'est bien joli, mais what does it mean? Très simple. La taille, à supposer que bleu ce soit peu fort, vert ce soit plus fort et orange soit plus fort et rouge ce soit très très fort en termes de consommation électrique, et ben la taille de la bande permet de dire la durée pendant laquelle a été utilisée telle consommation de puissance. Et du coup ça, avec juste un petit téléphone mobile classique qui fait du 60 ou 120 fps, donc on va dire quand même haut de gamme pour du mobile, mais pour le 120, mais 60 devrait suffire. Et ben on arrive à faire du 60K mesures à la seconde. C'est énorme. Ce qui veut dire que on a un 60 millième de seconde pour choper des infos sur la consommation de puissance, pour peu que la LED soit en série ou en tout cas impactée par la consommation du device quand il fait de la crypto, des choses comme ça. Coup d'enough. On prend les datas, on fait un petit coup de side channel analysis pour ce qu'on peut et c'est bon. Et donc ils montent leur setup, mais ils disent que jusqu'à je sais plus combien de mètres ça passe. Et donc il y aura le lien. On va pas aller dans le détail de pourquoi, comment, de comment est-ce qu'ils vont décoder exactement la taille et essayer de faire de la correction d'image. Mais je pense qu'il doit y avoir un white paper qui est sorti et je trouve ça super cool de rendre accessible des techniques un peu vénères à tout le monde. D'ailleurs, je vais changer l'ordre, je vais ramener celle-là. Elle est cool celle-là. En deuxième. Ouais. Je serais curieux de la... Mince. J'avais dit un truc à dire et j'ai complètement perdu mon mot. Reproductabilité. Ouais, c'est ça exactement. Et de l'impact que l'extérieur, tu vois, la lumière ou quoi que ce soit, peut avoir sur les données. Et est-ce qu'il n'y a pas assez trop de faux positifs? Vu qu'il y a tellement de mesures, en fait, je pense que c'est ok, mais du coup... non, mais ça peut, mais en soi, si t'as des faux positifs, tu rebootes l'appareil ou t'attends qu'il reboot et tu fais tes moyennes sur plusieurs fois. Ouais, j'avoue. En fait, tu vas juste prendre tes deux signaux, faire un prix de corrélation pour les déplacer et voir à quel moment est-ce qu'ils ont le plus fort taux de corrélation et donc d'overlap. Et du coup, derrière, tu pourras faire tes moyennes en les recalant à la milliseconde près et on est bon. Hein. Bon, après, j'avoue, faut quand même... Je sais pas que c'est accessible à tout le monde, mais ça rend accessible à ceux qui veulent se buter mais qui n'ont pas forcément les sous pour ce genre des techniques et c'est cool. Bienvenue aux réguliers ainsi que, j'allais dire aux nouveaux. Ah si, aux nouveaux, il y en a que je connais mais qui n'ont pas beaucoup parlé. Nexiro, Lux, Captain Baroud, bienvenue. Yes, c'est le DD à la fin et bienvenue Lolex. Et non MDOS, tu ne sauras pas, faut bien que je tease sinon tu resteras pas. Bisous. Le deuxième qui rend des attaques très chouettes accessibles, c'est un téléphone mobile, again, plus un petit peu d'IA, plus beaucoup de C++ pour arriver à faire le classique, à savoir enregistrer les sons, nettoyer, faire de la fréquence analysis, et voilà. C'est honnêtement quelque chose qui me fait très peur en tant que streamer, parce que y a des heures et des heures de contenu de vidéos de nous qui allons écrire des choses sur nos claviers. Ok, l'env est safe, ok c'est une VM, ok on est censé faire la défense en profondeur. N'empêche que heureusement qu'on a les password managers pour taper nos secrets juste en copier-coller, que vous ne pouvez pas choper. Et heureusement qu'on a juste un mot de passe maître pour le password manager, mais qu'il faut deux secrets et que le deuxième secret n'est jamais à renseigner pendant qu'il est utilisé. C'est juste au setup time. Sinon, ce serait la merde. Vraiment. Donc si vous faites un peu de streaming, d'enregistrement vidéo ou son, et que vous tapez sur votre clavier en même temps, et que votre password manager c'est une URL et un mot de passe et pas de troisième secret que vous gardez au chaud, c'est chaud. Fuyez pauvre fou. Le futur va être complicado. Et bienvenue le bivalve. Donc voilà, vraiment à poker, vraiment là de ce qu'ils expliquent, c'est juste on va reach, on est sur le site. On dit juste le nombre de touches qu'on veut enregistrer, on se met à taper, enfin on dit init, on se met à taper et c'est terminé. Donc si un micro... garder, je pense. Je vais essayer de POC ça. Eh ben avec grand plaisir, Mister, ce serait chouette. Parce que ça a pas l'air très dur, faut vraiment juste charger un site avec le téléphone et voilà, scares me a lot. Mais bon, c'est le jeu, on va pas s'arrêter de vivre non plus. Après il y a la crypto post-quantique, tout ça. Bélé. Petite news de HashiCorp, est-ce que tu l'as vu passer celle-là? Nope.
HashiCorp qui adopte un business source licensing. En gros, ils font un peu une Docker-like où pour utiliser leurs technologies qui sont incroyables, et ben ils ont besoin quand même de survivre. Même si des gens les financent, ils ont des moyens alternatifs, ben, il y a un moment où il faut faire rentrer la thune. Et vu que tout le monde fait des projets avec ce qu'ils build en open source, c'est bien gentil, mais la thune. Oui, Yannick, la thune, voilà. D'accord, on la ref. Et du coup, ils font leur petit changement de business pour dire faites ce que vous voulez, faites du build avec tous nos tools. Donc HashiCorp, ça comprend, je sais pas, du Terraform, du Nomad, peut-être CDKT, enfin, je pense CDKTF, littéralement une grosse partie de l'infra as code de notre monde moderne. Donc c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas une mauvaise chose qu'ils survivent, qu'ils aient des thunes pour pouvoir améliorer, mais c'est complicado. Et yes, Nexiro, faire des petites fausses touches de clavier ou en tout cas un petit brouilleur pour empêcher ça, ce serait pas mal, mais un vecteur parmi combien d'autres? Donc voilà, en tout cas, ils font leur changement de licence, on a le droit de build avec leurs trucs, mais si on build et qu'on voit un produit en utilisant leur code, leurs ressources, eh ben bien sûr, il faudra leur donner la douane, la redevance. Donc bon, legit, mais il faut voir comment ça évolue, parce que tu vois, le move qui a été fait par Docker, où ils ont dit ouais, sur Linux c'est natif, et sur Windows et Mac, il y avait les clients officiels à payer. Bah, au final, il y a plein de clients officieux qui se développent, ça fait plus un seul standard, ça fait plein de petits bugs de discrepancies de comportement. Mais c'est pas mal non plus, parce que si ils sont juste omniprésents et qu'ils ont le monopole, on n'a pas de techno alternative. Donc le jour où la techno va vers quelque chose qu'on n'aime pas, on est niqué. Donc en vrai, il y a vraiment un gros trade-off entre... c'est compliqué en vrai. Est-ce qu'on veut harmoniser? Est-ce que... Bah, comme dit MDOS, 99% des boîtes tech en sueur. Mais ça va, MDOS, il me semble que vous avez pas trop de Docker à Datadog. Oh wait. On enchaîne sur le superbe blog. Je sais pas pourquoi il s'affiche aussi mal. Ouais, c'est catastrophique. Ouais, c'est catastrophique. Peut-être que j'ai une URL à mobile. Moi, je l'avais aussi cassé, mais... Ouais, je l'avais en mode mobile, c'est ma faute. Ouais. Bon, mauvais. Et du coup, c'est basé sur la déclaration. Nexiro, je sais pas si c'est basé sur la déclaration d'usage ou si potentiellement il faut un peu de télémétrie pour que quand il y ait des callbacks, on sache un peu d'où ça vient. Don't know. Bref, je don't know. Je pense qu'ils font pas de télémétrie, ça ferait un sale bad buzz. Et bienvenue, Yanzax, ami de toujours. On enchaîne donc sur les VRP, donc les top bugs qui ont impacté Google cette année. Et aussi, c'est les top bugs en termes de qualité ou c'est les top rewards? Je crois que c'est les top rewards. Ouais. Ouais, prize winner, je pense qu'ils font un sort de reward. Et du coup, on commence par de l'exploitation de GKE Autopilot. Donc en gros, de l'automatisation autour des clusters Kubernetes dans l'environnement de Google, en tout cas managés par eux. Et ils ont réussi à passer quelques fois les barrières entre je suis utilisateur et je deviens cluster admin, voire un peu plus loin. On va pas faire l'intégralité des articles ici, on va juste donner les pointeurs parce qu'il y a du contenu, c'est dense et on n'est pas cloud spécifique. On fait du web ici, monsieur. On fait du web. On enchaîne sur un SSH injection in GCE, donc la partition de container, il me semble. GCVM, Metricking, Link. Ouais, c'est un espèce de arbitrary link click to GPT ton cloud. Donc c'est la XSS sous stéroïde, on va dire. Bon, après, il faut lire les write-up, hein, j'ai pas le détail. Mais je pense que c'est peut-être par le Google Cloud Shell, je suppose. Il y a un autre sur autorisation in cloud workstation. Donc bien sûr, dès que ça pète du cloud, ça veut dire que... Je sais pas si c'est plus intéressant de le remonter à Google et de taper un gros bounty, ou de faire un peu le rat et d'aller le remonter à chacun des clients pour dire il y a un bypass chez vous, il y a une zero day. Si tu as des scopes de bug bounty qui payent les zero day, ouais, faut comparer combien peut te payer Google. Même si je sais pas s'ils disclosent directement. Ben là. Ouais, mais enfin. Ah oui, les rewards. Ouais, c'est ça. Il y a des grilles de rewards, mais c'est comme tout un bug bounty. Des fois, tu auras un truc de ouf et passer à côté. Des fois, tu auras un truc pas ouf et tu arriveras à bien le défendre et te rincer. À voir. Client-side SSRF to Google Cloud Project Takeover. SSRF and CSRF bypass to désactiver le FeedBurner proxy. Il y a plein de technos qui sont un peu ultra Google spécifiques. Je sais pas ce qu'ils appellent par client-side SSRF.
si c'est juste du coup de la XSS qui fait que ton browser va reach des liens, ou si c'est vraiment un espèce de client lourd qui va vraiment faire de la SSRF. Both ways, si t'arrives à taper les trucs sur le réseau interne, fonce. Hein. Kubernetes Privilege Escalation, une populaire plateforme. Celui-là, il y a un talk qui est similaire, qui est incroyable. Tu fais un peu de Kubernetes ? Non, j'en ai fait un petit peu il y a 1 an et demi, mais genre vraiment rapidement, quoi. Ok. Là, le délire de la conf, et donc je pense de ce genre de soucis, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de... Tu prends un pod, donc qui est une unité de calcul dans le cluster. Il est dans son petit container, tout bien, et à supposer que tu arrives à escape de ça, tu arrives sur le node, donc en gros la machine sous-jacente au container et aux unités de compute. Quand tu as accès au node, il y a plein de nodes qui peuvent arriver. Tu es là pour accueillir des containers. Chaque droit est associé à un pod en particulier. Donc voilà. Donc ça veut dire que tu peux te débrouiller pour pour router un node, essayer de tuer des pods jusqu'à ce qu'on t'en envoie des nouveaux, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait des privilèges intéressants qui arrivent par chez toi. Vu que t'es route sur le node, tu prends le secret à l'intérieur et tu te mets à réutiliser ces secrets pour déployer des trucs un peu plus loin. Ils ont fait ça pour Envoy Istio, ils ont fait ça pour Calico, ils ont fait ça pour tout un tas de daemon sets, donc de choses qui vont démarrer un pod par machine pour vérifier que tout se passe bien. Ils auraient pu le faire au hasard pour Falco, j'espère pas, mais sûrement que si. Donc l'idée là, c'est vraiment de trouver un moyen de faire rotate les pods jusqu'à avoir des trucs assez privilégiés, et notamment dès qu'ils vont tourner dans le control plane, et derrière tu routes l'intégralité du cluster. Donc ça, non, suis-moi, celle-là, Kubernetes Free Escalation Excessive Permission in Popular Platforms, à mon sens c'est un classique, il y a une conf associée, il faut le voir, et en vrai 17 000 pour du routage de cluster un peu systématique, ça me semble maigre, mais bon, j'ai pas tout le contexte. Des bugs dans du Cloud Shell, donc les fameux XSS ou CSRF2 Cloud Takeover ou Machine RCE, et pareil Cloud Shell again. C'est sympa quand même, genre tu te dis que ça peut avoir le coup de se buter un moment sur les produits Google pour essayer de taper un beau bounty. Bah en plus c'est ce que je me souviens dans la vidéo, c'est que moi genre j'ai regardé la vidéo, je me suis dit en fait les vulnes, enfin en tout cas le truc de Kubernetes jamais je trouve, tu vois, parce que je m'y connais pas assez, mais honnêtement tu regardes les anciens price typiquement le price numéro 7, il y a déjà eu des remontées sur l'année 2022 ou 2021, je sais plus, et en fait à chaque fois ils changent tout le temps le scope, enfin ils changent pas le scope, mais juste ils poussent des mises à jour, et du coup en fait ça évolue tout le temps, il y a toujours des vulnérabilités, et en vrai si t'es vraiment spécialisé, je pense que tu peux vraiment choper des... Je pense qu'il va taper des... Ouais, mais bon, après faut y passer le temps, faut se donner. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, Amadeus qui renvoie sur pas de Terraform, pas de vol, rien de tout ça, non, bien sûr, I trust you. Dans 10 ans, ça deviendra Oracle à base d'une armée d'avocats. J'espère tellement pas que HashiCorp va se oracliser. Faut pas dire des choses comme ça. Si ça arrive un jour, faut pas dire des choses comme ça. Hello Witaro, et 7ème est tellement easy, je sais pas si t'as vu le write-up. Non, mais on peut faire ça. Ouais, tu vas voir, c'est vraiment... Ok, il y a ça... En gros, t'as un truc qui est chargé et il est en paramètre dans l'URL. Et en fait, il est chargé en Python, et du coup, bah. Et genre, ils font du match and replace dans le code Python ? Ouais, je crois que c'est ça, attends. Ils font du match and replace dans du code qu'ils vont écrire plus tard. Vas-y. Ouais, c'est ça. Non, c'est clairement ça. Hein. Voilà, et du coup, ouais. Après, vrai, genre... après, c'est suffisamment chez Pair qu'il faut penser à se dire. Je vais faire mon quote moins toto moins quote dans une injection. Tu penses à de l'injection de bash, à de l'injection de commandes, à l'injection d'arguments, de dire que tu vas aller injecter du Python direct. Ça c'est vrai, ouais. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois juste là le quote, c'est un peu. En plus en get quoi. Non, j'avoue, ils ont pas le droit. Là, ça fait beaucoup. Eh ben, merci Yanzax de m'avoir motivé à cliquer. Je le rajoute à la fin. Ça de soupe. On enchaîne avec un article que Gelu nous a fait partager il y a quelques temps maintenant donc j'avais envoyé il y a longtemps de ça une redite et une re-redite sur l'attaque Kaminsky qui consiste à attaquer la non-randomisation des ports sources pour les réponses DNS lors des échanges DNS, lorsque le serveur query, et quand le serveur a une réponse, il faut que le port source soit randomisé parce qu'il sert de secret en quelque sorte. Et bienvenue Enable. Et donc l'idée c'est que si on a ça, on peut se débrouiller pour
moyennant l'accès au résolveur DNS utilisé, spoofer la réponse. Qui veut dire, spoofer la réponse veut dire contrôler vers quel IP un domaine est résolu. Si vous avez une appli et que vous faites un password reset, et que vous arrivez à la tabasser pour qu'elle croie que google.com c'est chez vous, et qu'elle vous envoie le mail de reset, gmail.com, c'est gagné. Et ça, c'est indépendant de la sécurité de Gmail, c'est dépendant, sauf certif en plus, uniquement de la sécurité du résolveur DNS qui va faire la corrélation. Ou du HSTS si on est en web, ou du DNSSEC s'il y a du pinning, s'il y a je sais pas quoi. On peut toujours complexifier, mais n'empêche que l'idée est là. Pas de randomisation sur le port source du DNS égale problème, takeover, RCE, ce que vous voulez. Et ils ont fait un petit outil pour pouvoir intégrer ça dans Burp, parce qu'avant il y avait des outils, mais c'était de la CLI, tout ça. Là vraiment, c'est on prend la bonne extension Burp qu'on installe et elle nous dit directement si la randomisation est pauvre, forte, excellente, tout ça, avec de la bonne rando, de la très mauvaise rando et de la et pas si mal mais attaquable. Et donc voilà, c'est là où ça devient intéressant de pouvoir grapher ça. Et bien sûr, ça fait un usage intensif du Burp collaborateur client, donc version pro nécessaire. Ah ouais. Quid du jour où quelqu'un sortira l'équivalent avec Interact SH? Accessible à tout le monde, pouvoir faire du Kaminsky sans se poser la tête. Et autre petit big up à Gelu qui, je lui dis mais attends, mais moi j'aime bien cette attaque, elle est marrante, mais tu la testes? Il fait bah ouais, tout le temps. Je dis mais tu as déjà passé? Il dit bah non. Voilà, juste la motive et l'exhaustivité, c'est beau. Et si un jour quelqu'un la passe, je serais impressionné parce que il vient de faire de la recherche, mais c'est quand même rare qu'on puisse hit les DNS, ou en tout cas les retours en direct. Je sais qu'il y a eu des POC assez sympas faits dans les résolveurs internes de Docker, mais bon, faut déjà être un peu dans l'infra, faut déjà... Ouais. Mais bon, c'est quand même beau. Hello Sizik, bienvenue. Alors, on enchaîne avec des petites failles que j'ai trouvées marrantes sur le client desktop Signal desktop. Il se trouve que il est prévu que dans un stream avec Isis, on fasse Isis et Tease Misu en théorie, qu'on fasse le début de recherche pour faire un lab pour Signal et qu'on commence à regarder un peu, juste faire un deep dive de qu'est-ce que c'est, comment ça a été fait, tout ça, on verra jusqu'où on le pousse. Et du coup, maintenant quand je vois des vues passer, je regarde. Deux CVE pour un mec qui certes écrit très bien l'article, mais c'est des choses qui m'ont pas semblé si incroyables. Concrètement, il y a moyen d'envoyer une photo, et si quelqu'un fait reply, ça va juste dupliquer la photo sur un système de cache. Ok. Si du coup la personne qui a envoyé la photo la supprime, la personne qui a fait reply garde sa photo cachée. Donc déjà, il y a un côté, si vous voulez garder une story pour demain, faites reply, vous l'aurez toujours. Et bon, ils ont fixe depuis, mais il y a sûrement d'autres tricks pour supprimer, enfin, pour empêcher la suppression. Sinon, vous faites un screenshot, hein. Ça marche aussi. Et la deuxième faille qui était assez sympa, c'est que lorsque, je sais pas si je vais réussir à la refaire proprement, il explique que lorsque quelque chose est supprimé mais réenvoyé avec un nom similaire, ça va spoofer l'ID du premier document. En gros, ça doit être un hash du nom ou quelque chose comme ça. Donc, en envoyant quelque chose, ça crée la preview, on le supprime, on renvoie. La personne qui ensuite va partager votre document à ses amis ou autres pour dire « Oh, regarde, un document confidentiel avec les salaires de machin machin », et ben en fait, ce sera un petit, je sais pas, macro Word ou autre chose avec des choses dedans. Mais vu que vous aurez vendu le truc en mode oh, c'est incroyable, regarde, parce qu'il y avait un vrai document à la place au début, la personne peut être plus susceptible de vraiment cliquer, accepter, ouvrir. Je sais pas, c'est sur, là sur desktop, mais si ça marche sur mobile, envoyer un APK, il y a pas mal de petites possibilités sympas. Bon, c'est quand même des scénarios qu'il faut aller chercher, c'est bien que ce soit patch, mais en même temps, si vous commencez à forwarder des choses que des contacts que vous ne connaissez pas vous envoient, il y a autre chose à fixer avant. Et la dernière, c'était bien sûr le fait que dans la partie cache de l'application, les fichiers sont stockés non chiffrés. Donc vous avez votre bon outil comment dire, d'échange encrypted end-to-end, mais tout est stocké en déchiffré sur votre file system local. Donc il faut déjà se faire péter sa machine, mais on pourrait vouloir d'une messagerie sécurisée que tant qu'on n'a pas mis le mot de passe, ce soit un coffre-fort, quoi. Un peu, en vrai, il faudrait juste mettre le tout dans un conteneur VeraCrypt et booter ton application qui est installée
dans le VeraCrypt, ou en tout cas qui stocke toutes les données dans le VeraCrypt, et le refermer après. Pour comme ça, on sépare un petit peu les privilèges. Il y en a un qui fait l'échange et l'autre qui fait la sécurité, et on évite de se faire double looter d'un coup. Mais bon, vu qu'on est en 2023 et qu'on a tous des disques chiffrés, ça va bien. Petit sourire. Est-ce que tu regardes le blog de Yes We Hack de temps en temps? Nope. Non, c'est la première fois que je tombais et j'ai trouvé l'article vraiment cool. You should. C'est encore le pote Brumens qui a fait des dingueries. À chaque fois, il prend des petits topics qu'il aime bien. Genre, je sais pas, soit de la SSTI, soit du fuzzing, soit toute la partie black box, soit des choses sur le WAF. Ouais. Et il va faire un espèce de deep dive avec des beaux schémas, avec une belle explication. Et ça, tu vois, la payload est quand même vachement bien faite. Moi, le seul truc que je lui reproche, est-ce que tu lui trouves des avantages et est-ce que tu lui reproches des choses? Bon, on va faire un jeu. Je dirais qu'il n'y a pas de fermeture de bracket. Enfin, tu vois, tu fermes les brackets et tu les roules, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de bracket. Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait ajouter des brackets. Après, les accolades, tu les fermes et tu les ouvres. Je sais pas si. Enfin, tu vas trigger une erreur, mais. Ouais, mais on aura une erreur de syntaxe Z justement parce qu'on aura. Ouais, ça me semble pas déconnant. Okay, de toute façon, l'idée c'est pas d'attaquer, mais juste de faire hurler les parseurs. Ouais, bien sûr. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est que le Z est vraiment mis. MDR. La lettre Z est vraiment mise entre des chevrons, donc c'est pas un demi-tag qui va se faire réparer par les browsers quand on fait de l'XSS. Le deuxième truc que j'adore, c'est le pourcent sans avoir 2 digits derrière, vu que c'est pas du pourcent. Des fois, je crache des applis avec un pourcent F, parce que ça va essayer de chercher le deuxième F du FF ou des choses comme ça où tu mets de l'Unicode et tu vois que ça pète. Donc ça, c'est bien parce que ça va vraiment cracher le parseur URL s'il y en a un. Donc on peut penser à, tu sais, t'envoies une URL, t'envoies ton paramètre qui a envoyé un deuxième microservice après avoir été décodé ou des choses comme ça. Je pense que tu peux vraiment péter des fois 2 ou 3 stages plus loin. Et le backslash qui est à la fin, ça c'est un réflexe que j'avais, mais trop chouette. Ouais, trop chouette. Un petit truc que j'aime moins, en revanche, donc certes t'as dit l'absence de bracket, mais aussi le fait que ce soit juste un Z. Si tu contrôles F, Z, quand tu fais du fuzzing, ah ouais, c'est galère. T'as tellement de findings que c'est compliqué. Du coup, je me suis permis de me faire ma petite payload avec un alias. Si je fais get, c'est quoi? C'était get fuzz, hop là. Là, on a la payload qui va bien. On pourrait reprendre le tool auto-paster fait il y a quelques temps pour incrémenter les LIN-LU1, L2, 3, 4 avec juste un timestamp. Comme ça, on saura toujours à quel moment on a envoyé la payload et on pourra essayer de regrader dans les logs où ça a match et faire du rejeu. On peut toujours grep l'alu ou grep ce que vous voulez, mais qui soit un peu unique sur les pages. Comme ça, il n'y en a pas tant. Et l'avantage, c'est aussi que je get fuzz pipe copy et on est prêt à aller fuzzer. Donc voilà, comme d'hab, on essaie d'avoir des gains de temps, d'efficacité. Mais en tout cas, excellent work, Bremens. Parce que bien sûr, je lui fais des streams en français, le pauvre. Et voilà, l'article est très cool, il détaille vraiment le pourquoi est-ce que c'est une payload relativement optimisée, quel type d'erreur ça va créer, pourquoi. Moi j'adore vraiment, il fait des trucs assez quali, super chouette. Et bien sûr il montre l'exemple de la payload sur l'intégralité, sur une bonne partie des labs qu'il propose, donc on voit que c'est pas du bullshit quoi, ça régale. Il y a un article qui est sorti, est-ce que DevCore ça te parle? Non. Est-ce que Orange Tsai ça te parle? Non. Est-ce que ... slash ça te parle? Non. Oh no. Ah non, en gros, quand t'as une URL en mode au hasard, si t'as un slash manager slash HTML que tu veux taper, et ben en gros, si tu mets slash point slash, ça va se faire normaliser et potentiellement ça va dire t'es déjà à la racine. Bah oui. En revanche, si tu fais ça, t'as des soucis de parseur. En gros, tu peux avoir un point virgule fou égal bar. Et ça, c'est un système pour placer des paramètres dans une URL entre deux segments. Ça fait partie de la RFC et du coup, ça fait que y aurait moyen de... Enfin, tu envoies ça, Apache, Nginx, Java et tous les routeurs le gèrent de manière plus ou moins différente. Donc des fois, ça va dire, ok, c'est pas manager HTML, donc c'est good, voir ça. Il va dire vraiment, je connais pas cette URL, et quand ça va arriver au back-end, ça se sera fait nettoyer, normaliser en ça. Tu auras ton petit Tomcat, ta petite RCE, et la vie sera belle. Donc Orange Tsai, c'est celui qui a popularisé ce type d'attaque, qui à mon sens sont assez gold.
Et là, ils se sont pris. Donc, il a fait quand même vraiment beaucoup de recherches très qualitatives. Faut suivre ce qu'il fait. Faut s'abonner sur X. Et donc là, ils ont fait de la recherche sur une appliance Google Search. Il existe des gros boîtiers avec le gros BIOS Google Search Appliance machin, que quand tu bootes, donc qui coûte déjà une blinde, mais surtout quand tu arrives à la booter, t'as vraiment un sale BIOS avec un système éclataxe à l'ancienne, quoi. Éclataxe à l'ancienne. Et plein de protocoles, c'est vraiment la boîte magique, quoi. Pour faire du Google Search sans avoir de vrai OS. Pourquoi? Je ne sais pas. A priori, le produit était discontinued, mais c'est vraiment sympa. Ils montrent qu'ils ont pris le modèle, ils ont trouvé une appliance, ils se sont débrouillés pour aller chercher dans les bacs URL le format des sources, le format des sources exposées à l'époque sur Internet. Une fois qu'ils avaient ça, ils ont juste brute forcé toutes les versions possibles en incrémentant, et ils se sont débrouillés pour tout récupérer via des liens qui étaient encore exposés. Donc, pas de shell, ils ont commencé à reverse. Le reverse aidant, ils ont pu trouver tout un tas de petites CVE, rejouer des anciennes CVE avec des bypass assez triviaux pour pouvoir popper des shells et récupérer les nouvelles sources. Et ce qui est cool, c'est que vraiment, ils ont fait un maxi deep dive de tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait, quelles sont les technos utilisées, quelles sont les versions, quel est le routing présent, quel programme gère quel port. Donc c'est ultra cool, quoi. C'est ultra cool. Ils montrent vraiment, ils se sont acharnés sur le boîtier. Donc voilà, s'il y en a qui veulent s'acharner sur des produits Google un peu non harden et essayer de creuser un peu à leur tour, go. Mais il faut savoir que vu que le produit était discontinued, Google leur a dit ah mais flemme en fait. Ouais. Je sais pas s'ils le disent. Tu fais ça plus pour le fun, quoi, au final, plutôt que... Ouais. Bah de base, je pense qu'ils voulaient un reward, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça released. Ouais, non, c'est juste les... Ah ouais, il donne la timeline depuis 2025 avec les débuts. La déter. Oh la vache. Issue reported, bot. La faille n'est pas assez sévère pour avoir le moindre reward. Dommage. Le VRP a dit ça impacte pas beaucoup de personnes. Dommage. Et voilà. Et pas de CVE. Oh, franchement, ouais, ça pique. Des fois, je me prends des sales disclos, mais là, ça pique. Oui. Neolexec dit Espanso, c'est cool pour copier les trucs comme ça aussi. Ok, vas-y. On va check ça juste après. Et Nagel qui dit une liste des différents articles. Bien entendu, tout est dans la description sur YouTube et là, en fait, tout est là. Description des vidéos YouTube, donc replay d'ici 1 ou 2 jours, le classique. Et donc, j'ai pu trouver cet article assez qualitatif dans le podcast Critical Thinking. C'est super cool. Je vais baisser un peu le son de la musique. Les viewers, c'est ok le son de la musique? Ouais, il vient de remonter d'un coup. N'hésitez pas à me dire si vous êtes en train de mourir. Ça remplace les patterns que t'écris par un truc enregistré. Eh bah pas mal Nolex, mais est-ce que ça le met directement... Est-ce que ça le met directement dans ta clipboard? Est-ce que comme ça c'est mieux la musique? Vous me direz. Parce que là on devrait être pas mal. Alright, du coup ce podcast est très chouette. Pareil, ils ont la blinde de links, ils ont du chapitrage. Et vraiment, autant il n'y a pas le petit bug que je connaissais, autant il y en a qui étaient super cool. Genre des UNC pass pour du Windows, moi je sais que j'en faisais déjà un petit peu. Mais ils ont réinsisté dessus et ils ont donné des exploitations assez sympas. Le cookie jar overflow pour pouvoir forcer à forcer à unauth quelqu'un, juste en dossant complètement la capacité du browser à avoir un maximum de cookies présents. Je vais pas le faire à leur place, ils en parlent super bien, c'est en anglais, c'est trop cool. Foncez. Je vais noter ça. Bah, note pas, on a dit t'auras tout. Oui, enfin, tu regardes c'est sur Spotify ou pas? Je sais même pas. Moi je check sur Google Podcast, mais je pense que ça doit y être. Ouais, je regarde ça après. Alors c'est quoi? Text Expander. J'avoue, ça peut être nice. Bon du coup c'est un peu keylogger as a feature, mais c'est pas mal. Vas-y, bah ça part à la suite. Ce sera partagé au passage. Yonzax te dit que yes, il y a sur Spotify. Et petit coucou à Pentium, bienvenue.
Merci beaucoup pour le souhait de bon live. Ça fait plaisir de voir tous les copains passer. On enchaîne sur du SEMgrep qui ont fait un équivalent du Snyk Library Analysis et ils se vantent d'avoir extrêmement peu de faux positifs et de remonter que des choses utiles. Et bah tant mieux, mais ça fait des beaux dashboards, ça a l'air pas mal, mais concrètement c'est je pense freemium où tu peux poker gratuitement sur tes projets et dès que tu es une entreprise faut raquer, ce qui est normal. C'est ça, il y a un podcast de No Limit Sécu qui est sorti. Ouais, je l'avais regardé. Mais ouais, t'as écouté. C'était ça. Bah, en vrai, SEMgrep, c'est super chouette, j'utilise, je fais mes propres règles, tout ça. Mais là, le fait que toute la partie gestion, triage en fonction de est-ce que tu arrives à reach pour te dire si une librairie est vulnérable ou pas, de base, c'est bien d'avoir un tri pour pouvoir prioriser. Mais je suis moyen fan qu'on te cache des choses parce que c'est pas parce qu'on pense que t'es pas exploitable que tu l'es. Moi, pour moi, vraiment, c'est t'as une librairie vulnérable partout. Ok, faut patcher tout ce qui est facing internet en premier, n'empêche que il faut vraiment essayer de nettoyer vite toutes les endroits. Alors, dire t'as du log4j, tu vas pas te dire en théorie j'ai pas d'input qui passe dans un log. Tu patches, tu mets à jour, tu te poses pas la question. Mais bon, c'est bien qu'il y ait des alternatives à Snyk qui existent et qui seront peut-être un peu moins chères. Pas dit parce qu'ils sont en train de monter à fond, ça me grève, mais pour l'instant. Alors ça, pareil, on va tège le mode mobile. Google qui fait à nouveau une petite annonce qui à mon sens est très chouette mais qui va induire un beau bordel. Ils aimeraient qu'on puisse avoir vachement plus d'interopérabilité entre tous les gros réseaux et plateformes d'échange. Ce serait chouette. Combien de fois on a dit bah écoute j'ai la flemme d'aller sur Mastodon parce que si je fais ça les gens ils sont pas encore ou j'ai la flemme d'aller sur tel réseau parce que je pourrais pas parler à machin ou on a tous Signal ou on a tous Telegram plutôt pour un ou deux potes qui y sont encore alors qu'en fait on aimerait tous passer sur autre chose. Pas de jugement de valeur, hein, c'est juste des exemples d'applications, whatever. Là l'idée c'est qu'ils ont sorti la RFC pour le message layer security pardon, et donc le protocole qui va avec. L'idée c'est que Google essaye de forcer, d'advertise et de faire les tech évangélistes sur cette nouvelle RFC qui va permettre d'avoir une diffusion plus large à une plus grande adoption et donc plus d'interconnexion, interopérabilité entre toutes ces plateformes. Je sais pas ce que ça va donner parce que clairement si on se met à un peu tout interconnecter le jour où ça chie dans la colle, ça chie bien dans la colle, voilà. Mais pourquoi pas, je pense que ça introduira plein de nouveaux bugs, ce serait sympa que... j'ai pas lu la RFC en entier parce que c'est ultra chronophage, RFC qui est ici d'ailleurs, mais une fois de plus, les RFC c'est ultra intéressant, si vous avez un peu de temps à cramer, foncez, je pense que ça a de fortes chances de prendre vu les besoins actuels. Et il y a un truc ultra cool sur cette RFC. T'as une idée ce que c'est, François? Non. C'est qu'elle se termine par 420 et ça c'est ultra nice. Et je viens de voir un truc, je pense que... Attends, je vais voir un truc. Mister, t'as pas changé le label dans ton URL, hein. Tu as affiché en tant que Zola Lucas. Sur le stream. Label ouais. Oh, let's go. C'est pas grave, is ok. Je savais même pas que c'était à moi de le faire, je pensais que c'était ton... Ouais, non, je sais. Bon, c'est pas grave, is ok, j'aurais dû check. Évidemment, RCS est donné comme exemple. Ah, je sais pas, peut-être. Peut-être, là non, on parlait de quoi pour RCS, ça? Je ne sais pas de quel outil il parlait, mais... Bah Dexiro, si tu veux préciser un peu, je suis chaud, parce que c'est toujours intéressant de rebondir sur les articles, mais là, comme ça, sûrement un truc Ouais, non, franchement, j'ai pas la chronique. En tout cas, voilà, intéressant à voir, et on verra comment ça évolue, mais ça fait des petites news, des petits bumps à suivre. Et donc, ouais, les RFC qui se terminent par 420, incroyable. Il y en a sûrement d'autres, mais... C'est beau quand même une RFC, avec les gens qui se motivent à faire des schémas stylés, des diagrammes. C'est juste accessible à tout le monde, ça coûte que dalle en place, c'est refined au maximum pour avoir que le contenu utile, précis, moi ça me régale. Et en soi, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent, parce qu'il y a quand même une liste en bas des auteurs, des reviewers, des contributeurs, il faut se dire que pour un truc qui va être utilisé potentiellement par des millions de machines, si ce n'est plus, il y a une trentaine de personnes qui ont bossé dessus.
En tout cas sur cet incrément-là, donc c'est assez ouf. C'est assez ouf. C'est nice. Alors celle-là, elle est écrite comme une RFC, mais en vrai c'est une RCE assez ultra chouette. Est-ce que ça te parle, soit les ROP, soit les Use After Free? Ouais, bah, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des blog posts. Alors après, précisément ce que c'est. Ah, entre Non. savoir et arriver à les taper. Mais ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais. L'idée de base d'Use After Free, c'est. Plus je dis Use After Free, mais je pensais plutôt à HIP, mais c'est pas grave. Use After Free, c'est que tu vas allouer quelque chose, garder un pointeur dessus, le plus l'allouer, faire ta life et à un moment réutiliser ce pointeur que tu avais conservé sur quelque chose qui pointe maintenant vers complètement autre chose. Okay. C'est juste un pointeur qui pointait sur un truc qui était pointé et qu'en fait il pointe plus. Et du coup, là ils ont fait une dinguerie. C'est assez similaire, mais avec juste des librairies qui vont se faire load et unload. Ils ont vraiment pris le gadget, ils se sont dit, ils ont lu la doc du attention, s'il y a un agent SSH qui est forward, donc si je me connecte à une machine et que je dis SSH, s'il te plaît, prends mon trousseau de clés avec moi, j'en aurai besoin. Quand on fait ça, eh ben, ça va exposer une partie de notre agent SSH sur une socket sur l'ordinateur distant. Donc en gros, on exporte de la surface d'attaque sur le serveur sur lequel on va. Si c'est notre serveur, admettons, si on est seul dessus, c'est pas ouf, mais admettons. Si c'est un serveur de CTF, ne faites pas ça, il est partagé. Ça veut dire que tout le monde a accès à votre socket Unix de SSH Agent. Donc déjà, il y a des vols de clés, des horreurs comme ça. Mais là, ce qu'ils ont trouvé, c'est assez incroyable parce qu'ils disent donc qu'ils ont fait une seule version d'Ubuntu, un seul fuzzer, un peu demi. Genre vraiment, tout le début de la recherche, c'est on est humble, on a voulu s'amuser, creuser et on a fait un petit POC, on vous propose ça. Quand le petit POC il fait cette taille-là, il y a le droit de flex un peu. Ouais, il y a le droit. Et en gros, là où c'est génial, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de load et unload des librairies. Et au début, c'était n'importe quelle librairie sur le système, donc il y avait moyen de faire des choses. Et ensuite, ils ont mis un préfixe sur les passes. Donc il n'y a plus que certaines librairies dans UserLib qu'on pouvait, en parlant à SSH, lui dire de charger, décharger. Le besoin de ça, c'est que si je suis sur une machine A, et je vais sur une machine B en partant avec mon trousseau de clés, et que j'ai besoin que la machine B puisse comprendre ce qui se passe sur ma clé YubiKey ou Fido ou ce que je veux sur ma machine A, il faut qu'elle puisse parler et avoir les bons protocoles et les bons machins. Donc on est censé pouvoir charger au runtime une librairie, même si c'est un peu, ça ressemble un peu à du Pre-Nightmare où on charge la DLL pour dire si t'inquiète, c'est ça mon driver d'imprimante. Là on va juste charger un driver de clé, on va dire, via la socket Unix qui a été forwardée. Là où ça devient sympathique, c'est que j'aimerais retrouver un petit peu. C'était qui ? Voilà. Une idée assez intéressante pour exploiter le SSH Agent en remote est venue dans leur mind. Attends, je pense que je vais vous montrer ce qui est un tout petit peu plus haut. Voilà. Quelques librairies ont besoin d'avoir une stack exécutable et donc de faire de la magie avec du read, write, execute. Et voilà, il y a quelques librairies qui respectent ça. Par exemple, ils donnent userlib, systemd, boot, machin. Ok. Pas mal de librairies ont besoin d'avoir un flag no delete dans le loader parce qu'elles vont être soit réutilisées, soit... En vrai, j'ai pas le détail, c'est juste l'idée générale que je veux partager. Mais en gros, voilà, ils veulent mettre des choses en mémoire et que ça reste. Lib-BRT. Ok. Lib-RT, LibRealTime. Pourquoi pas. Quelques librairies ont besoin, vont gérer des signaux de manière différente en installant des handlers de signaux ou en demandant d'en ignorer certains. Et ça reste. C'est une librairie qui est chargée, mais qui va appliquer ce comportement-là sur une partie de la mémoire du programme SSH qui est lancé et qui ne s'est pas arrêté. Et certaines, quand on les lance, vont cracher, faire un segfault. Et donc là, ils se sont dit, let's go, on va faire du charge-décharge de librairie dans tous les sens pour faire ça, et avoir des idées. Ils ont eu des comportements super sympas où en fait, ils vont charger un bout de code, faire en sorte de l'enlever, en charger un deuxième qui va se mettre dans l'endroit read-write qui avait été préparé par le premier, puis un troisième qui va charger un handler d'exception, puis un quatrième qui va, au les barrages crash, donc trigger le handler de détection, donc sauter sur un bout de shellcode qu'on avait donné, qui sera à son tour read-write execute parce qu'une librairie en avait besoin. Ah oui, ok.
pouah, ils se font du red tulip trampoline. C'est incroyable, genre juste, je sais pas à quel point, je sais pas combien de bières il a fallu pour en arriver à cette conclusion de on va faire ça, mais c'est génial. Moi ça me fume de voir à quel point ils ont été, c'est incroyable. Et du coup voilà, je vais pas partager l'intégralité, mais il montre, on espère que cette stratégie à implémenter ce plan 6 étapes fonctionnera, et donc il donne tout le process, il donne les différentes étapes, combien de librairies permettent d'avoir X ou Y comportement. Sur quel segment de la mémoire, est-ce que c'est random ou pas. Ils ont dû faire un travail d'audit de surface d'attaque monstrueux, et à la fin ils donnent le petit POC avec ton shellcode que tu mets quelque part. En fait tu vas faire en sorte que ta clé SSH ce soit ton shellcode, mais que ce soit soit à la fin soit en mode valide. Du coup elle se fait trimballer en remote, et c'est là-dessus que tu vas finir par sauter, enfin genre c'est du pawn, ça s'explique pas à l'oral, ça se met dans le cerveau et ça sert de code, mais l'idée est incroyable. Vraiment, ça m'a régalé. Avec la petite nope sled, comme si on était en années 90, c'est juste beau, quoi. C'est vraiment mettre au goût du jour une technique en prenant pas les bonnes briques, mais en disant ah ouais, c'est des Playmobil. Non, mais ça marche comme les Lego en vrai, on débranche, on rebranche. Donc voilà, ça m'a régalé. Celui-là, je peux te le laisser si tu veux. Tu m'as dit que t'étais passé dessus. En fait, j'étais pas passé sur celui-là. J'étais passé sur le truc de la blockchain basique. Yes. En plus, je suis pas... Blockchain 101 ? Ouais, c'est ça, exactement. Vas-y. Si tu as envie, sinon moi je comptais juste. Honnêtement, j'adore. Honnêtement, allez, je pense que j'ai plus en tête et j'ai pas envie de. Ça va écorcher. Ouais, exactement. Pas de souci. Alors je l'ai lu, j'ai pas encore lu les 2 d'après qui sont sortis, mais ça me tenait à cœur de partager ce blog post quand même, parce que Akendu, Pixis de son pseudo, et l'un de ceux à qui j'ai commencé la sécu quand je faisais les Blue Box RootMe en regardant tiens, qu'est-ce que c'est qu'un SPN, comment on fait du roasting, comment machin, comment est-ce qu'on relaie. C'était vraiment avant d'avoir, enfin en tout cas pour moi, peut-être que j'ai pas la bonne chronologie, pour moi c'était vraiment la bible l'exploitation Active Directory dans mes débuts, ou dans les débuts, je sais pas. Je pense que pour pas mal de monde, ça a été assez marquant les articles qu'il a pu sortir. Et il s'est trouvé un nouveau hobby, et il a commencé à faire une introduction basique, puis sur Ethereum et sur la EVM, donc la virtual machine d'Ethereum. Et concrètement, connaissant le gars, les compétences, la clarté d'explication et le fait que le site soit franchement bien branlé de base, eh ben ça donne envie de s'y recoller. Profitez-en. Il y a des challenges RootMe qui avaient à l'époque pas beaucoup de ressources pour utiliser, s'interfacer, comprendre. Là, il vous sort tout sur un plateau d'argent. Il y a déjà des labs, il y a déjà tout ce qu'il faut. J'ai entièrement confiance sur le fait que ça deviendra une petite bible, ou en tout cas une intro très qualitative à l'exploitation ou l'utilisation Ethereum, de la même manière qu'il l'a été pour le hack AD. Un petit guide ultra rapide, rien de bien méchant, vraiment c'est juste file format commons. Combien de fois vous avez dû retélécharger ou créer un PDF ou un CSV ou je sais pas quoi pour pouvoir tester vos applications web? Bah voilà, un guide clone, et vous avez tout un tas de formats dans leur forme basique ou la plus minimaliste. C'est pratique pour faire du fuzzing, pour faire des uploads en boucle, genre juste un for each, et pour regarder un peu comment ça se comporte derrière. Ça peut être sympa. En tout cas, j'ai utilisé il y a pas longtemps et ça fait le taf. Hein. Je sais qu'il existe un guide qui en a énormément plus, genre minimaliste, file format sample, un truc comme ça. Je l'ai pas retrouvé. Si quelqu'un le retrouve, cher. Mais franchement, c'est pratique d'avoir ça sous la main, parce que des fois, voilà, je veux dire, Action Script, peut-être ça fait des trucs parce qu'il y a Action et Script dedans. Jamais trop eu l'occasion de jouer avec. Donc pouvoir en envoyer et voir comment ça se comporte, pourquoi pas. Petit article de Late Notice que j'ai vu passer vraiment il n'y a pas longtemps. Je comptais le présenter, et puis ensuite j'ai vu qu'en plus c'était fait une fois de plus par Encoping, qui est pas loin d'être le plus mauvais, quoi. Pas dégueu, donc j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai décidé d'en parler un peu late aussi. Dans les trucs super chouettes qu'ils présentent, donc c'est juste un write-up. Ils expliquent SecuriNet CTF, Tunisian CTF, Online Qualifier, puis On-Site Final, donc relativement classique, mais assez cool. Et ils ont réussi à faire 3 sur 14, et donc ils ont la finale. Je sais pas si je pense qu'elle est dans le futur, la finale. On verra. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner.
Et là où c'est bien sympa, c'est que c'est un espèce de challenge avec du Flask, un service interne de worker, un service de cache. Il y a le scénar de base, c'est une XSS pour arriver à faire la servir, donc, tu vois, c'est une XSS reflected via une injection de header pour arriver à la stocker dans un système de cache sur une page qui n'est pas la bonne initialement et XSS un admin. Donc de base, c'est le workflow classique de XSS reflected plus cache poisoning pour essayer d'en faire une stored et d'avoir plus d'impact. Là où c'est à mon sens vraiment sympa, c'est qu'il y a, bon déjà juste en lisant, il y a vraiment cette chose là que j'ai pas fait le challenge, j'ai pas vu tout le code. Mais le useregex qui regarde juste si ça match avec pas de début de ligne, pas de fin de ligne, on se dit qu'il y a des choses à faire. Genre tu mets n'importe quelle URL, point interrogation, fou égale ça, c'est censé matcher. Donc en soi, ça bout de code mort presque. Mais j'ai même pas regardé si c'était utile pour le challenge, à vrai dire. Moi, ce qui m'a régalé, c'est qu'un peu plus bas, il parle, bon, certes de la recon, c'est cool, de la manière de trouver comment trigger la XSS, donc ils font une revue de code source, et ils voient que concrètement quand on grep inner HTML, voilà, le fameux, hein, si vous faites de l'audit front-end, grep inner HTML, grep dangerously set, grep eval, grep des choses comme ça. Et donc, on se rend compte qu'il y a juste du bon concat mis dans du HTML, pas vraiment de filtre plus haut, voire même un filtre commenté. Donc, pareil, un grep les comments, ça marche pas mal en CTF et même en pentest. Hein. Donc voilà, il y a les XSS via ce bout d'input non-escape. Côté backend, ce qui m'a régalé, c'est que c'est le système qui est là où ils prennent les headers qui sont envoyés et ils vont prendre le user ID et utiliser user ID pour en faire une clé d'un dict qui sera envoyé en tant que les nouveaux headers à balancer dans la réponse JSON. Il y a pas mal de frameworks où tu as envie de taper de l'injection de header, du smuggling, des choses comme ça pour arriver à splitter, à désynchroniser la socket HTTP. Et là, il nous donne une primitive incroyable. Moi, je la connaissais pas. Genre, je veux dire, si tu es en PHP et que tu fais header de fou de point barre, tu t'attends à ce que même si tu es des pour 120, des new line, des choses comme ça, ce soit strip. Parce que de base, t'as pas envie que ça casse tout. T'as pas envie, le développeur il veut set un header. Et là, c'est fait d'une telle manière que quand tu as une clé contrôlée par l'utilisateur, ce qui peut arriver, tu as injection de header avec des carriage return line feed. Donc tu peux finir ton header, faire un double CRLF, injecter ton body, choper des headers secrets qu'il y avait avant et mettre en cache des choses. Donc celui-là, le bout de code est bizarre, donc je pense que j'aurais pensé à regarder. De là à me dire en revue de code, juste sans se poser, ouais, il y aura une CRLF là. Oui, j'avoue que... faut y penser. Donc voilà, ils expliquent un peu le write-up, le pourquoi, le comment, le fait pour injecter les headers. Et attention, à la fin, ils ressortent la légende. Ils ont un cache poisoning et ils veulent le faire mettre en cache, mais ils se font casser à cause d'un... Je vais y arriver. I noticed that my %0% OA characters new line were filtered out. Passe sur une URL search. Et du coup, triple URL encoding. C'est assez rare qu'il y en ait besoin, mais des fois, le triple, le quadruple, le quintuple URL encoding sera là pour vous sauver. Et voilà, ils ont flag et ça, c'est un beau write-up, ça vaut le coup de le lire. Et donc, Yanzak qui lui dit, c'est marrant, j'ai vu un write-up qui disait la même chose il y a quelques heures. C'est la veille techno qui s'augmente plus tu l'avances. Alors, yel.com, XSS, Keylogger, ok, Google. Est-ce qu'il donne le code source? Ouais, CRLF, hein. CRLF dans le set cookie, tu dessync les headers et montrer un peu plus, hein, il y a cette chose. Hop là. Ça, c'est la reload. Il y a la requête qui balance, les tags de script, pourquoi pas, sauf qu'il y a bien un moment où il va faire, je pense, un espèce de double retour à la ligne. Non? Go. T'as menti, Hanzax, il n'y a pas de CRLF là-dedans. CTRL F, %, 0A.
Lies. Lies. On en parle demain, Yanzax. Ça va plus du tout au travail, l'ambiance. En tout cas, j'ai peut-être lu trop vite. On enchaîne sur de la recherche qui a été faite sur du ASP.NET Framework et il y a des trucs super sympas qui ont été trouvés. Il y a pas mal de frameworks qui mettent en défaut les outils de fuzzing parce que dès qu'on va prendre des URL, les paramètres qui sont envoyés, l'heure où la personne qui était loguée a été hashmackée et mise en tant que state, soit dans l'URL, soit dans des valeurs à post. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est un peu comme s'il y avait du syssurf à usage unique sur toutes les pages. C'est toxique, c'est vraiment toxique à attaquer. Et là, il s'est dit, ce mécanisme toxique de gestion de session dans les URL, pas beaucoup de gens regardent ce qui se passe, moi ça m'intéresse. Ça s'appelle Cookieless et il explique un peu le fait que on a notre domaine et on aura juste entre parenthèses, session de un token, puis la session. Bon, outre le fait que toutes les URL sont loguées et redisplay de partout, donc ça veut dire qu'il y a du session takeover un peu dans tous les sens, du session fixation, des choses comme ça. Outre ça, admettons, pourquoi pas, ça fait un mécanisme pour les vieux devices qui ne gèrent pas les cookies, admettons, vraiment. Mais là où ça devient sympa, c'est qu'il s'est rendu compte que pour bypass des WAF, on pouvait en mettre autant qu'on voulait, un peu comme le point virgule slash dont je te parlais. D'ailleurs, il faudra que j'en parle à JTOF, on va essayer d'ajouter, je pense, ce mécanisme à bypass URL parser, ce serait sympa. Et du coup, le fait d'avoir ça, c'est bien sympa pour pouvoir bypass les WAF, mais il y a pire. Genre vraiment pire. Ils montrent que quand on a des URL protégées, juste en mettant ce système-là, si on est bloqué foo/bar, c'est plus bloqué du tout. Parce que c'est plus foo/bar, c'est vu autrement. Et encore mieux que ça, point de vue privilège et blocking, ils montrent que même quand on met une basic-autante sur une page ou sur un service en particulier, donc là on dit pas une page ou un pass qui est protégé, on dit vraiment un groupe de ressources qui a été protégé. Et en fait, avec ce système de S de quelque chose et je vais y arriver, voilà, cette chose-là. Il a fait une petite page pour voir en tant que quel app pool, quel pool de ressources on appartient, et il montre que là on a les bons pools de ressources au début. Si on met de l'espèce de passe traversale avec ça, dans certains cas, ça va complètement fausser le pool initial. Oh, ça va complètement désynchroniser quelle URL, quel identifiants sont plaqués dessus, quel realm en quelque sorte, et quelles protections ils sont associés. Donc en vrai, très très belle recherche. C'est pas beaucoup de chars, ça aurait pu passer, c'est de la doc, les gens auraient pu y penser en voyant le point slash. Il y a des nouveaux bypass qui sont sortis depuis. C'est gold. C'est gold. Si vous avez du .NET en face, prenez le temps de faire ça, quoi. Je sais pas. J'espère qu'il y a déjà les templates Nuclei qui vont bien, parce que ça régale. Et le petit truc qui va bien, furthermore, the patch only disabled the aggressive pass replacement by default configuration. Il est possible de réintroduire ce problème avec une config comme ça. Des fois que vous vouliez pas de sécurité parce que votre application elle marche pas quand elle est secure. Et le petit I cannot discuss it in further detail at the moment. Ça sent le Microsoft qui lui a mis un sale coup de pression, du coup il postpone. Donc good luck et vraiment Sorouche, super cool recherche. Vraiment chouette comme article. Toonsec, bienvenue et pas exactement une CRLF, tu liras en détail plus tard, il y a un petit step sympa. Ah ok. Ok, sinon Anzax, tu dis de quoi, qu'est-ce qu'il faut CTRL F, on CTRL F, hein. Mais c'est vrai que lire tout en stream quand on est là pour présenter des articles, c'est un peu complicado. Louise Anec, tu parles avec une facilité de choses très complexes à 22h, c'est fou. C'est la folie, et le fait d'être pas tout seul. Sinon, c'est moins fun. C'est moins fun. Celui-là, clairement, vous voyez le petit curseur à droite, on ne va pas parcourir tout ça. Il est énorme. On ne va pas parcourir tout ça. Mais si vous avez du container escape à faire beaucoup de temps libre, ça vaut le coup de creuser ou d'essayer de regarder un peu quand ça marche ou de summarize. Et c'est là où j'ai une transition incroyable. On pourrait au moins prendre tous les gros titres en HTML ou je sais pas quoi, on pourrait faire des choses. Mais en tout cas, je trouve ça assez sympa d'avoir une grosse bible. Qui plus est, pas une vidéo, parce que pouvoir CTRL F là-dedans, c'est juste un endroit où vous pouvez CTRL F des mots-clés et voir si vous avez un escape, quoi. Mais assez complet. À supposer qu'on veuille
choper juste un résumé, un gros résumé de ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu ferais? Pardon. Je regarde le chat. Pas de souci. Vas-y. C'était pour amener la suite. Si tu veux faire un gros résumé de l'intégralité de ce document en essayant de perdre pas trop d'informations, quelle serait ton approche? En vrai, je mettrais. Pour un gros résumé, je pense que je demanderais à ChatGPT de me faire un petit résumé. Un gros résumé qui dépasse beaucoup la taille de token maximum. Et même en splitter, il te faudrait 30 prompts. Par résumé, tu veux dire genre juste les command line ou enfin. Non, juste un résumé intelligible français. C'est une bonne question. Le chat qui est vif, Sisi et Nexo qu'on dit ChatGPT. Ouais, ChatGPT, bah ouais. Buzzer. GPT plus PDF plugin. Pourquoi? Mais en gros, la question c'est le PDF plugin, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait? Bon, je voulais amener un petit peu ce genre d'article, How to summarize with GPT-3 ou autre, ou ce que vous voulez en fait. Ouais. Ou du Yama en local, ou en vrai, peu importe, il y a 20 000 méthodes. J'ai pas mal bouquiné là-dessus récemment. Pourquoi? On a des problèmes de taille de token qu'on peut balancer à une IA avant qu'elle commence à hurler et mourir sous « je suis pas fait pour ça ». Oui. Et merci pour la transition d'Anek, en effet. C'est dommage parce que là, on parle de résumé des documents, qui est un cas très pratique, mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est prendre un gros projet de millions de lignes de code et dire sum this shit up et dire voilà, qu'est-ce que ça fait, comment, quel est l'ordre d'appel des fonctions, des procédures, même s'il y a plein de composants qui n'ont rien à voir ensemble, essayer d'en faire un sum up et de nous donner les grandes lignes du fonctionnement, toute la surface d'attaque exposée. Vraiment, moi, je rêve du jour où je pourrais faire mon audit en dialoguant avec une IA qui me répondra avec la voix de... Zut. I dare you, motherfucker. J'ai cru que t'allais dire la voix de l'assistant d'Iron Man, donc non, c'était pas Jarvis. la voix. Ouais, non, j'avais du Samuel L. Jackson à la rigueur. ou du Gandalf. Soyons créatifs, on pourra tout faire de toute façon. Et du coup, le cas pratique de comment est-ce qu'on résume un document, il est super intéressant. Il y a plein de méthodes qui ont été faites, soit à base de, je résume la partie 1, la partie 2, la partie 3, je prends les 3 résumés et je demande un résumé des 3 résumés. Ça marche, mais il y a de la perte d'informations. Oui. Ok. Il y a une deuxième technique qui consiste à reprendre des briques de données expliquées dans le texte qui ont été présentes dans le jeu d'entraînement de ChatGPT. Donc par exemple les bouts de code source, des bouts de choses comme ça, tu te dis, je veux dire, le code du kernel Linux est sûrement déjà embed dans GPT depuis un bon moment. Donc il y a peut-être moyen de faire des choses comme ça. Bien sûr, ça marchera qu'avec les projets open source, mais c'est une technique. Une autre technique, c'est de faire du partial résumé où tu vas dire résume le début et garde de la place. Et ensuite, tu vas prendre le résumé du début et tu vas dire voilà le résumé du début, voilà la suite du texte, résume-moi les deux. Bam. Et tu vas faire comme ça de manière incrémentale sur tout le document pour avoir le tout. Et donc, tu as la dernière, à savoir le côté ultra hiérarchique où tu vas demander à NIA de résumer les N petits bouts, puis de prendre, puis résumer les N-1, puis essayer de compacter comme ça pour augmenter la densité d'infos. Il y a plein de manières de le faire. Il y en a sûrement des vachement plus sympas, plus smart, avec des transformers, des encodeurs, des choses comme ça. C'est la magie. Moi, je suis pas de ce monde-là, mais je trouve ça super cool et ça m'intéressait quand même de voir comment c'est fait parce que de base, je voulais travailler sur prendre l'intégralité du transcript des streams pour en faire des abstracts et des résumés. Ah oui. Voilà. Et installer Yama en local sur sa machine, sinon. Tout à fait, Louis Danek, c'est une idée. C'est quelque chose que j'aimerais faire et qui viendra peut-être dans les streams futurs. Mais bon, faut quand même avoir un GPU. T'as pas la même qualité que du GPT-4. Tu payes les lecs, mine de rien. Enfin bon, il y a pas mal de petits trucs à prendre en compte. Et je pense que Yama a aussi une taille max de token, à moins que ce soit par stream et que je sois pas au courant. Bref. Oui, et c'est fait pour ARM. Nice, ça c'est bien.